le système scolaire valorise 2 sortes d'intelligence, mais du coup, si toi tu te retrouves dans les 6 autres, bah, tu as moins de chances de performer dans le système. Mais c'est pas pour ça que tu es nul en fait. Aujourd'hui, on trie les élèves par âge, et ça n'a aucun sens. Le plus gros problème avec le système éducatif, c'est pas d'être nul dans une ou deux matières, c'est d'en faire une généralité. À cause notamment du sujet, tu vois, de Instagram et du paraître, ça doit être terrible d'être un jeune aujourd'hui et de grandir avec tous ces modèles qui sont complètement inatteignables en fait. Exactement. Si chaque fois que vous ouvrez LinkedIn ou Instagram, vous vous dites ah putain je suis trop nul, rappelez-vous que c'est de la com. On prend les 5 personnes les plus riches du monde et regardez les traits de caractère que l'on n'aime pas chez eux. Et je pense que ça va nous donner les croyances qui peuvent nous limiter. La fierté n'est juste qu'une face de la pièce de la honte. Et que les deux sont liés en fait. Salut Pierre, et merci d'avoir accepté notre invitation. Avec grand plaisir Yoni. Alors déjà pour les personnes qui vont regarder ce podcast en vidéo, on s'est pas mis d'accord pour se mettre parce qu'on a tous les deux un polo bleu, un polo bleu marine. Excellent. On s'est pas du tout mis d'accord avant. Et donc pour les personnes qui juste écouteraient le podcast, je vais présenter Pierre David. Alors Pierre c'est son prénom et David son nom de famille. Il s'appelle pas Merci, Pierre Yanni. David, c'est pas un prénom composé. Ouais. Je vais commencer par te présenter, Pierre, si tu veux bien, avec une histoire qui nous est arrivée il y a quelques jours. On était ensemble, on participe à un groupe d'accompagnement d'entrepreneurs. Il nous est arrivé une histoire vraiment très étonnante et singulière. On a reçu donc on était tous les deux dans l'audience avec Pierre, et puis on a reçu une personne qui nous a fait une intervention sur la prise de parole en public. Et là, cette personne, à un moment donné, passe un slide et dit, voilà, moi, il y a un livre qui a changé ma vie, et ça s'appelle La dépolarisation, le secret du nouveau dopage, et le gars qui l'a écrit s'appelle Pierre David, et là, nous, on se regarde tous dans l'audience, parce qu'on sait que Pierre David, il est dans l'audience. On se dit, ah, mais est-ce qu'il lui fait un clin d'œil, etc., ou est-ce qu'il est en train de faire un peu le lèche-cul, je sais pas, tu vois. Et en fait, le mec savait pas que Pierre était dans l'audience. Ouais. Et donc après on lui a dit et voilà, c'était un très beau moment. En tout cas, c'était vraiment amusant. C'était touchant. C'était vraiment chouette comme moment. Et en tout cas, c'est une bonne introduction, je trouve, pour commencer à te présenter, puisque donc toi, en quelques mots, tu as été sportif de haut niveau, donc vice-champion de France de savate. Ouais. Si je ne me trompe pas. Et maintenant, tu es plutôt entrepreneur, auteur. Et tu accompagnes en gros et les sportifs de haut niveau et les entrepreneurs à dépasser leurs barrières mentales. Est-ce que c'est une présentation correcte? C'est une présentation correcte. Est-ce que c'est comme ça que tu aimerais que les gens se rappellent de toi? Je pense sincèrement aujourd'hui que le système scolaire n'apprend pas à penser par soi-même. Je pense que j'aimerais bien que les gens se rappellent de moi comme quelqu'un qui a eu un impact, tu vois, vraiment un impact dans leur vie. Et c'est vrai que quand on voit le témoignage de Chris au Mastermind, bah, ça m'a vraiment touché. Je me suis dit, waouh, ok, il y a le livre, du coup, l'identité gagnante qui, mine de rien, même si je meurs demain, continuera de changer ou du moins impacter des vies, quoi. Donc ça, c'est comme ça que j'aimerais que les gens se souviennent de moi. Et en tout cas, bravo pour tout ça. Et dans ce podcast, nous, on parle beaucoup de liberté. Et ce que je veux, c'est que les intervenants puissent. Enfin, l'idée, c'est pas que les intervenants viennent et déballent leur CV, parce que bon, la plupart du temps, c'est pas forcément le sujet qui passionne les auditeurs, mais plutôt qu'on sache en fait, enfin, que l'intervenant puisse amener la plus grosse valeur ajoutée. Voilà, dans l'heure et demie que les personnes vont consacrer en fait à l'audition de ce podcast. La plus grosse valeur ajoutée. Aujourd'hui, Pierre, si dans l'heure qui vient, tu pouvais apporter, quelle serait la plus grosse valeur ajoutée que tu pourrais apporter aux personnes qui vont écouter? Moi, je pense que ce serait plutôt vraiment la liberté, mais liberté émotionnelle, tu vois, au-delà de la liberté financière, qui pour moi est un point. Je pense que c'est surtout la liberté émotionnelle, d'être capable de suivre son cœur, même si comme ça peut faire un peu perché, mais ouais, suivre son cœur dans ce monde qui est de plus en plus challengeant. Super. Et alors justement, à travers ton propre exemple, dans ton histoire perso, je vais te dire les choses qui me semblent savoir à ton sujet. N'hésite pas, à corriger. Justement, toi, à plusieurs moments dans ta vie, tu as pris des tournants, puisque en fait, là où tu te trouves aujourd'hui, c'est pas du tout là où on va dire ton cheminement socio-économique ou socio-culturel te destinait, puisque tu es né dans un milieu plutôt très modeste. Ouais. Ouais, exact. Ouais, je suis né de parents ouvriers, donc voilà, ma mère qui travaillait à l'époque quand j'étais plus jeune dans les grandes surfaces, et mon père qui était plus boucher à la tâche. Et géographiquement, juste pour qu'on se situe, parce qu'on va peut-être bouger un petit peu sur la carte. Et donc là, c'était où en France? Moi, ça, j'étais entre Nantes et Rennes, une ville qui s'appelle, enfin, auprès d'une ville qui s'appelle Châteaubriand. Comment ça Donc, voilà. s'appelle? Châteaubriand. Ah, Châteaubriand, ok. Ouais, c'est donc voilà, j'habite dans une commune donc
Châteaubriand, ça va être 11 000 habitants et moi j'habite dans une commune enfin mes parents habitent dans une commune de 1500 habitants. Ok. Et donc j'ai écouté aussi une ou deux interventions que tu as pu faire par le passé. Et au début, bah voilà, toi, on te destinait plutôt à être aussi ouvrier. Ouais, Ce qui est ok, hein, ce qui est pas oui, déshonorant, oui, mais voilà, on te disait, exactement. voilà, c'est un bel avenir, enfin, un tourneur-fraiseur, surtout qu'aujourd'hui, il en manque encore plus. Donc aujourd'hui, si tu avais été tourneur-fraiseur, tu n'aurais jamais manqué J'aurais de du boulot. boulot. Mais en tout cas, c'était ce à quoi on te destinait à l'époque. Ouais, exactement. Et bah, merci Yannick de dire ça, parce que je crois que tu es le premier à mettre le doigt là-dessus. Mais en effet, moi j'ai repiqué ma troisième, donc j'ai pas eu mon brevet de collège du premier coup, puis je voyais pas du tout de sens à l'école. Et en fait, bah, que ce soit les profs ou mon père, m'a dit bah engage-toi à faire le BEP tourneur-fraiseur, au moins avec ça tu auras du boulot. Ce qui, par rapport aux conditions à l'époque, était, je pense, le meilleur choix stratégique. Euh, que j'aurais pris à leur place aussi. Hmm. La raison pour laquelle j'en parle, et ça m'avait interpellé dans une intervention que tu avais faite, c'est que il me semble qu'aujourd'hui, tu vois, sur le sujet de la liberté, il peut y avoir pas mal de restrictions justement aux personnes qui vont pas trouver leur place Mm, dans le système, tu vois, par exemple mm, le système mm, éducatif, et donc qui vont être considérés assez rapidement comme nuls, inaptes, tu vois, ou en mm. situation d'échec. C'est juste qu'en fait, on les a testés sur des choses sur lesquelles elles sont pas très Exactement. douées. Ouais. Par contre, elles ont énormément de choses à apporter d'autres dans le monde, sauf que malheureusement, on leur laisse pas leur chance. Ouais, exactement. Tu vois, pour moi, le système éducatif, j'aime bien le système ou le concept des 8 intelligences de Ward Gardner, où justement il va mettre bon, t'as l'intelligence mathématique et linguistique, celles qui sont du coup très valorisées à l'école. T'as l'intelligence, je pense, kinesthésique, artistique. Après, t'as interpersonnel, intrapersonnel, et les deux autres, tu as spatial. Et ouais, j'en manque tout le temps une dans l'affaire. Mais en gros, ce qui est intéressant, c'est de voir que le système scolaire valorise 2 sortes d'intelligence. Mais du coup, si toi, tu te retrouves dans les 6 autres, bah, tu as moins de chances de performer dans le système. Mais c'est pas Et pour ça que tu es nul, en fait. ouais, c'est quelque chose que je trouve assez dommageable, puisque je pense que dans la majorité des sociétés occidentales, enfin, qui tournent avec ce Mm. système éducatif-là, on a un énorme gâchis de ressources Ouais, et c'est beaucoup clair. de personnes qui se considèrent comme étant inaptes, pas bonnes, Mm. alors qu'en fait, elles pourraient apporter beaucoup de choses. Mm. Donc, en C'est tout clair. cas, j'ai voulu apporter cet exemple pour les personnes, tu vois, qui éventuellement vont écouter ce podcast et peut-être, tu vois, Mm. 20 ans, 25 ans, se sont encore jamais trouvés dans la vie, se disent ah bah moi voilà, je suis un peu nul, là, je vais faire un Ouais, c'est truc, clair. je sais pas, je vais aller sur une voie de garage. Bah, en fait non, peut-être que vous avez quelque chose de vraiment important à amener au monde et peut-être que vous l'avez pas encore juste trouvé. C'est clair. Et toi justement, alors qu'est-ce qui t'a mis sur la voie sur laquelle tu te trouves aujourd'hui? Je pense que c'est un coup de chance, en fait. Enfin, j'ai eu les planètes qui se sont alignées pour moi. C'est-à-dire que je fais mon premier BEP, et en même temps, je commence la savate boxe française. Et comme par hasard, il y avait un tour de poule des élites, donc c'est le plus haut niveau en boxe française, donc celui que j'ai atteint un peu plus tard. Et moi, j'y vais, bref, j'avais peut-être 16 ans à ce moment-là. J'y vais, et en fait, le mec qui était le champion de la région, quoi, le champion du coin, il perd. Et les gens disent, ouais, il perd, c'est normal, lui, il est ouvrier, et il perd contre un mec qui est étudiant. Et moi, dans ma tête, ça fait tilt en mode, waouh, j'adore ce sport. Si je veux en faire à haut niveau, il faut que je fasse des études. Ok. Parce que les études, tu peux sécher des cours quand tu es étudiant. Tu peux pas sécher des heures de travail quand tu es ouvrier, quoi. C'est plus difficile. Ah, c'était ça le lien de causalité que les gens avaient fait, Exact, c'est-à-dire ah il est ouvrier, il est obligé de travailler, tandis que l'étudiant il glande rien et du coup il peut s'entraîner. exactement, exactement. Et en tout cas, moi, c'est le lien que j'ai fait. Je me suis dit, ok, donc si je fais des études, je vais pouvoir. Le système est plus flexible pour que je puisse optimiser mes entraînements que si je suis ouvrier où là, je vais pas avoir le choix en fait. Et si je vais pas bosser, bah, je vais me faire virer, quoi. Ok. Donc à partir de ce moment, je me suis dit, ok, je vais faire des études. Et donc j'ai fait un deuxième BEP, où là en plus, vu que j'ai eu toute la partie théorique, le deuxième BEP était que sur la pratique. Donc finalement, j'avais 18 heures de cours par semaine, donc ce qui était top pour m'entraîner. Et après, comme ça, de fil en aiguille, j'ai fait une première adaptation, BTS. Là, je perdais ma première finale, du coup, je suis parti en Australie parce que j'étais nul en anglais. Licence, master, et du coup, je me suis retrouvé en master, un peu sans le faire exprès, quoi. Ok. Et alors justement, est-ce que tu dis bah tu l'as dit assez vite, voilà, t'as perdu ton combat et puis après Ouais. après t'es parti.
Est-ce que, tu vois, je trouve qu'il y a toujours toi, tu as dit, ce qui m'a amené là où j'en suis aujourd'hui, c'est un peu par hasard, c'est un peu la Mm. chance, etc. Mais en fait, il y a toujours des espèces de moments charnières, Ouais, des exactement. espèces de ronds-points de la vie où tu sais, tu te retrouves au milieu du bordel et en fait, tu sais que bah, tu peux aller à droite, à gauche, tout Ouais, droit, tu sais pas trop, et tu fais un choix. ouais, exactement. Est-ce Exactement. que là, à ce moment-là, tu vois, quand tu as perdu ce combat, est-ce que c'était un combat significatif déjà? C'était une finale, Bah, t'as dit? c'est ma première finale de championnat de France. Donc, Elite B, c'est juste avant le niveau national Elite A. Donc, c'est la porte. Si tu arrives en finale de championnat de France à ce niveau-là, tu as le droit de rejoindre les 12 premiers français, quoi. Ok, donc Bon, c'était là- déjà un niveau où c'est pas des, voilà, c'est pas des touristes, quoi, les mecs. ouais, non, là, tu arrives vraiment à. T'es sur la porte du haut niveau, quoi. Ok. C'est en gros Et si tu passes de la Ligue 2 à Ligue 1. ok. Et qu'est-ce qui s'est passé pour toi justement au moment où tu vois, au moment où t'as perdu ce combat? Qu'est-ce que ça, t'avais quel âge déjà et qu'est-ce que ça t'a fait vivre? Là, je devais avoir 21 ans, peut-être, à ce Ok. moment-là. Et là, juste pour Ouais. resituer, t'en as combien? T'as quel âge là Là, actuellement? j'ai 35 ans. Ouais. 35. Ok, ça marche. Donc t'as 21, tu perds ce combat, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se joue pour Non, toi? 2011, donc j'allais même, ouais, j'étais plus sur 22 que 21. Qu'est-ce qui joue à ce moment-là? Il y a le moment de, en fait, à chaque fois dans ma carrière, il y a eu les moments charnières avec les études. En parallèle, c'est je finis mon BTS en même temps et je fais mon premier objectif qui était la finale Elite B. C'était déjà mon premier objectif. Donc là, il y a premier objectif, bah mine de rien, je suis deuxième et pas premier. Et là, il y a ce coup de, ok, j'en ai marre du sport, je viens de finir mes études. En plus de ça, en parallèle, je venais de prendre un 3 ou un 5 sur 20 en anglais, avec le prof qui me dit, bon, bah ouais, l'anglais, enfin, moi, j'interprète comme ça. Et je m'engageais sur un travail parce que j'étais en BTS. Ouais, c'est ça, un BTS, j'étais en maintenance et je commençais avant la fin de mon BTS, j'avais déjà un emploi en CDD sur 6 mois en tant qu'agent de maintenance, en gros. Et là, je m'engage là-dessus et je me dis, bah, je vais pas faire ça toute ma vie. En même temps, j'ai pas envie de reprendre une saison de sport, j'ai envie de souffler. Et du coup, là, je regarde un peu sur Internet et je vois qu'il y a les Working Holiday Visa, donc c'est le travail vacances qui permet d'aller dans un pays et de travailler en même temps. Et donc là, je fais OK, go, je prends un aller simple pour l'Australie, quoi. Je Ok. apprends l'anglais. Et donc là, tu t'es barré et ta carrière sportive, elle s'est arrêtée là ou tu l'as reprise après? Ouais, j'ai repris après. Donc là, c'était intéressant déjà. Les gens me disent, mais Pierre, t'arrives juste à haut niveau, c'est clairement pas le moment d'arrêter, jamais tu reprendras à ton niveau. Et dans ma tête, j'étais persuadé que je reprendrais et que je reprendrais et que j'irais encore plus loin. Ok. Ouais. Donc là, ça a été un exemple de moment, par exemple, où tu t'es dit, voilà, ça, c'est ce qui est, où tu dis, tu as suivi ton cœur, entre guillemets, c'est-à-dire, Ouais, ouais, tu t'as jugé que c'était bon pour toi à ce moment-là, ouais, tu t'es dit, allez, on y va. exactement. Il y a des gens qui me disaient, tu vois, premier exemple entre les injonctions de l'extérieur par rapport à ce que eux perçoivent, entre mes Pierre, arrête pas maintenant, t'es en train de monter, et moi qui me dis, ben non, là, je vais me cramer, je vais pas être heureux, je vais faire un boulot que j'aime pas, je vais m'entraîner, non, en fait, ouais, je pars. Et puis, j'ai surtout envie de découvrir le monde. Ah, c'est ça, il y a eu un moment charnière en avril 2010 où avec la boxe, j'ai été envoyé au Sénégal pendant 10 jours pour donner des cours de boxe à Rufisque auprès de Dakar. Et là, ça a été la première gifle, en fait. Je me suis dit, waouh, que moi, j'étais le campagnard qui avait juste vu Nantes. Et je me plaignais quand même beaucoup à l'époque. À l'époque, je me plaignais vraiment beaucoup. Et, en fait, Tu te plaignais de quoi? De ton sort? Enfin, tu te plaignais de ouais, quoi? de mon sort, la vie, elle est injuste, etc., tu vois. Et en fait, là-bas, je prends une grosse claque où j'étais dans une auberge de jeunesse à 2 étages et des fois, en haut, il n'y avait pas d'eau, en fait. Déjà, t'avais pas eau chaude, eau froide, t'avais eau ou pas d'eau. Et du coup, à l'étage, des fois, il n'y avait pas d'eau parce qu'il n'y avait pas assez de pression. Tu vois, genre, les locaux, eux, ils n'avaient pas de PQ et ils allaient s'essuyer les mains après, tu vois. C'était la main gauche et j'ai compris pourquoi on mange pas avec la main gauche quand on mange dans le plat, tu vois. Mais du coup, j'ai pris des bonnes claques qui font que j'ai eu une grosse soif de découvrir le monde à ce moment-là. Ok. Et ça, enfin, c'est super intéressant parce que je rebondis sur justement sur ce souhait que tu as eu à un moment donné de prendre une espèce de tangente par rapport à la, Mm. à la trajectoire et où l'environnement t'a dit ah non, surtout ne fais pas ça, Ouais, tu, ouais. tu retourneras jamais. J'ai vécu un peu une histoire similaire en arrêtant mes études à un moment donné. Ok. Et parce que à ce moment-là, je jugeais que c'était le bon choix pour moi, je jugeais que j'avais d'autres choses à vivre, d'autres choses à faire. Et les gens m'ont dit, non, surtout pas, tu sais, en France, t'as 18 ans, vite, va Mm. étudier, va vite Mm. faire des études, sinon, le monde va s'écrouler. Et en fait, moi, à ce moment-là,
persuadé que c'était pas la bonne chose pour moi, tu vois. Mm. Et donc, je l'ai pas fait, donc j'ai fait autre chose. Et j'ai repris les études plus tard et c'était OK. Mais en tout cas, ton histoire aussi vient illustrer ce fait. Enfin, on va revenir justement sur la reprise du sport. Mais ça illustre aussi le fait qu'à un moment donné, vous savez mieux que quiconque C'est ce clair, qui est bon pour vous. c'est clair. Donc ne laissez pas, et ça c'est vraiment un critère de liberté, ne laissez Ouais. pas les personnes extérieures qui viennent avec leur propre set de croyances vous dire ce qui Mm. est bon ou pas pour vous. Parce que même si elles le font par bienveillance, souvent Mm. c'est de la bienveillance, Mm. c'est pas par méchanceté, bah en fait elles savent pas, elles se trompent et elles peuvent vous mettre sur une voie qui n'est pas la bonne. C'est clair, c'est clair. Et ce que j'ai appris avec le temps, c'est que maintenant, je préfère faire une erreur de mon choix parce que j'ai pas de regret. En fait, je me dis, je l'ai fait, alors que suivre le conseil de quelqu'un d'autre, alors que je le sens pas, tu vois, et me planter. Et là, j'ai des regrets parce que je me dis, ah, j'aurais dû m'écouter. Donc tu pars en Australie, t'es resté combien de temps là-bas? J'ai fait 7 octobre et je suis resté jusqu'en mai. Après, après le sport me manquait, du coup, j'ai filé en Thaïlande. Mais ouais, j'ai fait 7 mois. Qu'est-ce qui t'a le plus étonné chez les Australiens? Euh, moi, ce À que j'ai part l'ananas sur la pizza. Moi, ce que j'ai aimé en Australie et c'est le côté don't worry, tu vois. Dans ma perception, il n'y avait pas le même rythme. C'était un rythme plus cool, plus posé, et le don't worry, tout va bien se passer. Voilà. Et quand je suis arrivé, j'ai remué ciel et terre et j'ai retrouvé des contacts tu te dis, mais c'est là quand t'es acculé, en fait, les ressources qu'on trouve, j'ai trouvé des contacts qui m'ont hébergé et ça faisait un mois peut-être que j'étais là-bas, un mois et demi, une dame qui me dit, OK, maintenant, tu es en Australie, tu es chez nous, t'as plus à te soucier ni de l'argent ni du toit. Si t'as un problème, on est là, quoi. Et là, tu fais, waouh. Trop Et bien. ouais, là, ça te pose. Et du coup, ouais, chez les Australiens, j'ai vraiment aimé ce côté don't worry, just tranquille. Voilà. Et puis après, j'ai aimé l'Australie parce que c'est vraiment vaste ensuite. Donc, tu étais une buse en anglais parce que tu te prenais des 3 et des Ah, 5. Et j'étais est-ce que une ça t'a vraie aidé? buse. Parce Ouais. que l'anglais des Australiens, il est pas évident, hein. Ouais, mais du coup, l'avantage, c'est que vu que j'avais pas de référentiel, étant donné que j'étais une burne en anglais, Ouais. voilà, l'anglais des Australiens, j'ai assez vite compris parce que c'était mon référentiel. C'est quand j'arrive à Sydney, euh, j'arrive au Backpacker, donc à l'hôtel de jeunesse, et genre, je suis en mode room, room. I don't understand in room, je maîtrisais, tu vois, mais je maîtrisais pas beaucoup Ah plus. ouais, c'était vraiment le niveau 6e, quoi. Ah, je te jure, ouais, non, mais la première nuit, je me suis allongé dans mon lit, c'était un lit superposé, j'étais en bas, et je me suis allongé dans mon lit, face au mur, et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fous là? Ma vie, elle était bien finalement en France, tu vois, elle était pas challengeante. Ouais. J'étais dans ma zone de confort en France. Et donc, est-ce que tu as progressé en anglais au final? Ouais, j'ai beaucoup perdu depuis, mais là-bas, c'est clair que j'ai fui les Français déjà. Ensuite, ouais, quand je suis rentré, en tout cas, je suis passé, quand j'ai repris ma licence, bah, je suis passé simple de dernier de la classe. Dans les deux premiers, il y a un gars qui maîtrisait bien, mais j'étais dans les deux premiers en anglais après. Donc là, je l'ai beaucoup perdu quand même depuis 2012, mais ouais, ouais, j'ai bien progressé, quoi. J'ai plus Ok. progressé en 7 mois, plus l'Asie, je suis parti 10 mois, je crois, en tout. J'ai plus progressé en 10 ans en France. Ouais. Ah, de toute façon, quel que soit le truc que tu veux apprendre, l'immersion, il n'y a rien de tel. Ah, ça c'est sûr. Alors, pour l'anglais, on fait un petit clin d'œil à notre ami Lauriane, hein, si vous voulez apprendre Ah l'anglais. oui, clairement, Le ouais. marathon des langues, c'est une super méthode. Mm, N'hésitez pas, après avoir suivi le marathon des langues de Lauriane, à c'est partir clair. en immersion 6 mois dans un pays anglophone, y a rien de mieux. Ah, ça c'est clair. Ouais. Et après, tu disais que t'es parti en Thaïlande parce que le sport te manquait, parce que t'allais refaire du Ouais, sport là-bas. ouais, j'avais commencé à anticiper. Je me disais, ok, là j'arrive, j'ai fait le tour à peu près de l'Australie. Je sentais que j'arrivais à la fin du cycle et je me suis dit, ok, je vais reprendre une saison de boxe et du coup la boxe me manque et donc je vive l'expérience boxe thaïlandaise vu que ça j'avais pas fait quoi. Et donc je suis parti dans un camp de boxe à Bangkok. Voilà, j'ai Ok. fait un mois et demi, 2 mois en Thaïlande. Ouais. Donc, t'as bien repris le sport. Ouais, ça va. Ouais, j'étais bien remis Et dedans. comment t'es passé? Donc, t'es revenu, t'as refait du sport, t'as refait de la compète, ou c'était plutôt pour ton plaisir perso? Bah alors en Thaïlande, j'ai fait un combat là-bas. Après, je suis rentré et là, ouais, j'ai repris directement. En fait, à distance, j'ai réussi à trouver une licence.
J'ai trouvé une licence en alternance. Euh, euh, j'ai repris directement le sport aussi, voilà, quand je suis rentré en France. Ok, donc tu as repris et les études et le sport et Exactement, c'était la ça s'est stratégie. bien Ouais, passé. ouais, c'était la stratégie. Et comment t'en es arrivé donc de Pierre qui revient de voyage et qui fait voilà qui fait de la boxe et Ouais, des études à Pierre qui aujourd'hui est entrepreneur et a écrit 3 bouquins. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? ouais. Alors, bah déjà, en fait, il y a eu le premier mine de rien, mais il y a mon retour où je passe d'un élève qui est très moyen à un élève plutôt bon. C'est-à-dire que l'anglais m'a fait prendre confiance en moi. Et j'ai vu que tu vois, je pouvais apprendre en fait et que j'étais pas débile en fait. Je pouvais juste apprendre. Il y a eu le premier truc, donc il y a eu. Et après, j'ai basculé en master où j'ai rencontré des profs. Et là, le master était un point charnière parce que j'ai fait une ouais, validation d'acquis et j'ai repris en master, c'était sport et sciences sociales, notamment donc sociologie. Et pour moi, c'est la découverte. C'est-à-dire que j'arrive en sociaux, j'ai eu peut-être 23 ans à ce moment-là, et je commence à kiffer les études. Tu Ok. vois, je tombe sur un prof qui est top, et en fait, je lis sur la sociologie justement de la reproduction sociale, etc., les stratégies inconscientes scolaires des classes, des CSP, tu vois, des classes sociales. Et en fait, je me retrouve, je me dis, wow, mais il y a jusqu'ici, je pensais que j'étais quelqu'un de débile. Euh, et quand je lis ça, je comprends que c'est plutôt une construction et c'est de l'acquis plutôt que de l'inné. Et donc là, le premier truc, c'est mais pourquoi ce que je viens d'apprendre en master, pourquoi on ne l'apprend pas plus tôt? Ouais. Donc c'est le premier truc. Et ensuite, j'arrive à la fin de mon master et je m'étais tout le temps dit, le jour où j'arrête mes études, j'arrête le sport. Bah, ça n'a pas loupé. Je finis sur ma quatrième finale de championnat de France où je passe à côté. J'arrête mes études et là, il y a le petit passage à vide où je me dis, j'avais fait des stages dans des communautés de communes, dans les villes. J'avais bossé en entreprise. Et en fait, il n'y a rien qui avait du sens pour moi. Et là, je tourne un peu en rond. J'avais un peu d'argent de côté. Et du coup, je fais un stage en auto-hypnose. Et là, le stage en auto-hypnose, le mec, il a amené une approche assez cartésienne sur le fonctionnement du cerveau. Et premier cours, je me dis, mais pourquoi j'ai pas appris ça à l'école? Et là, du coup, ça a été très vite. C'est-à-dire, je me suis dit, OK, je monte mon association et je vais aider les jeunes en décrochage scolaire. Et là, genre, c'est là que tu dis le pouvoir de la décision. J'ai pris une loi d'attraction, mais un truc de dingue. C'est-à-dire que à une compétition de boxe, je rencontre un prof qui me présente un autre prof et il fait, bah, OK, l'année prochaine, ça me plaît ton projet. On était en mai, juin. Il me dit, l'année prochaine, ça me plaît ton projet. On te fait intervenir à l'école. Tu vois. Donc, je commence avec une classe. Ça marche. Et du coup, l'année d'après, l'année d'après, j'étais dans 4 lycées. Ok. Donc, 4 lycées et j'avais presque un mi-temps en fait à donner mes cours de connaissance de soi qu'on testait avec des élèves de MLDS, mission de lutte contre le décrochage scolaire. Donc, on testait ça avec des élèves qui étaient soit qui venaient de louper leur seconde, soit qui passaient à la troisième mais en difficulté, ils n'avaient pas d'autre choix. Et donc, c'était leur dernière chance dans le cursus scolaire. Ok. Et donc là, j'ai mon asso en mode je vais révolutionner le système scolaire. C'était assez drôle. Euh, mais du coup, j'ai des cours et je vois les jeunes qui kiffent en fait. Tu vois, des jeunes où je les questionnais, où dans ma tête, je suis persuadé que j'ai que des génies en face. Tu vois, genre, dès le début, j'étais persuadé que j'avais que des génies en face de moi, tu vois. J'en étais sûr. Il y en a, c'est plus difficile à voir que d'autres, mais parce que t'as des artistes quand même, les gars. Faut voir loin. Il y en a, faut voir loin, mais du coup, c'était cool. Et j'allais en fait chercher leur talent, tu vois. Et je me rappelle, il y a un gars, un jeune, je me rappelle, je balance le truc et tout. Et il me dit, ouais, Châteaubriand, je connais. Je comment ça, tu connais? Ouais, bah, j'y vais. Et des fois, j'allais voler des voitures là-bas. Je dis, ok, tu peux m'expliquer comment tu faisais pour voler les voitures? Bah, monsieur, vous faites les fils, quoi. T'es brillant, toi. Comment ça, je suis brillant? Je sais, bah, t'imagines que moi, si je tombe en panne, je suis dans la merde, quoi. Je Ouais. perds mes clés. Et là, je fais, toi, si je suis avec toi et je perds mes clés, on peut s'en sortir, quoi. Et là, il fait Ouais. pouf. Ok, je fais juste que sous cette forme-là, c'est pas valorisé par la société et si tu Mm. continues, tu risques d'avoir des problèmes parce que ça rentre pas dans le cadre. Mais il y a du talent en fait. Et là, première prise de conscience. Et du coup, c'était cool d'avoir leur retour en mode à la fin, quand je leur demandais leur retour, ils me disaient ils avaient pris confiance en eux en fait. Et je pense que pour moi, c'était la clé. C'est vraiment cette histoire de confiance en soi. Et du coup, moi, j'ai commencé à prendre confiance en moi avec le milieu associatif. Pourquoi tu penses que c'est la clé? Pour moi, je pense que le plus gros problème avec le système éducatif, c'est pas d'être nul dans une ou deux matières, c'est d'en faire une généralité.
et te dire parce que je suis nul en maths et en français, alors je suis nul dans la vie. Et on fait ce raccourci-là. Alors que si on se dit, bah ouais, les maths, le français, la musique, c'est peut-être pas pour moi, mais j'ai d'autres talents hein, et je sais et j'ai confiance en mes capacités là-dessus. Euh, alors en fait, je pense qu'on sortira vraiment. Et je pense que les gens qui travaillent à l'usine, pour beaucoup, je dis pas tous, mais pour beaucoup, sont des gens qui, au fond d'eux, rêveraient d'avoir une autre vie, mais se disent, ah mais je vais pas être capable, je suis nul. Et si les personnes qui travaillent à l'usine, à la chaîne, étaient confiants en eux, bah, je pense qu'ils prendraient le risque de faire autre chose. Et ceci étant dit, ça se limite pas aux personnes, parce que là, enfin, tu prends l'exemple qui est un petit peu extrême, entre guillemets, c'est pas extrême, mais voilà, l'exemple assez marqué de la personne qui travaille à l'usine rêve de Mm. faire autre chose, mais on a tous un truc comme ça. Tu vois, Oui, mais bien sûr, bien sûr. à une échelle plus ou moins élevée, mais se dire, ah, moi, j'aimerais vraiment faire tel Mm. projet, aller à Mm. tel endroit, monter telle entreprise, je sais Mm. pas, Oui, c'est clair. démarrer un projet artistique, mais ah bah non, je sais pas faire ci, ah bah non, Ouais. je suis pas capable, ah bah non, je connais personne, ah bah non, je parle pas la langue. Et Mm. justement, ce sujet des barrières mentales sur lequel on va, je l'espère, creuser un petit peu ensemble. Ouais. Pour toi, ça commence par, justement, ça commence par un sujet de confiance. Ouais, pour moi aujourd'hui, enfin, rien que dans le sport, aujourd'hui, c'est ce qu'on voit dans le sport de haut niveau, c'est 95% de confiance en soi, je pense. Est-ce que ça, t'en as pris conscience justement dans cette dernière finale à côté de laquelle t'es passé, peut-être dire, ah, je suis passé à côté de ce match, de ce combat. Ouais. Est-ce que c'est là où tu as eu une prise de conscience ou ça t'est venu après? Là, j'étais pas encore conscient de ce blocage, même si je testais des choses, mais je sentais que c'était un blocage dans la tête. Mais c'est quand, par contre, j'en ai gagné une finale qui était une finale universitaire. Et avec le recul, après, j'analysais. C'est-à-dire quand je suis arrivé en universitaire, alors en plus, tu vois, moi je boxais en combat en fédéral, c'est-à-dire qu'on tape fort en fédéral, et en universitaire, c'est à la touche. T'as pas le droit de taper fort, c'est de la Hmm. technique. Euh, et du coup, c'est quand même deux disciplines un peu différentes. Et quand j'arrive en universitaire, j'arrive avec en mode attends, mec, je suis en équipe de France élite A, tu vois, c'est hors de question que je perde un universitaire, tu vois. Du coup, je prenais tout le monde de haut quasiment en mode c'est normal que je gagne. Et du coup, j'ai gagné, tu vois. Et donc là, c'était hors de question que je perde dans ma tête. Alors que quand j'arrivais en finale de championnat de France fédéral, bah dans ma tête, c'était presque acceptable de perdre puisque l'autre s'entraînait aussi que moi. Et donc forcément, je n'allais pas pousser pour aller chercher la victoire. Hmm. Donc là, c'était ouais, et après, ouais, après j'ai eu un autre épisode, c'est que mon ex-copine de l'époque, enfin, elle commençait la boxe, c'est moi qui l'ai amenée dans le fédéral, elle faisait que de l'universitaire, on s'est rencontrés en universitaire et je l'ai amenée sur la boxe en fédéral. Et elle, rapidement, elle a dit, bah, moi, je serai championne du monde, tu vois, et genre, en mode, je regarde, mais c'est pas pour qui, tu vois, avec moi? Et finalement, elle a été peut-être 3 fois championne du monde en technique, mais sauf que 3 ans avant, elle disait déjà, je vais y être, tu vois. Et là, je me suis dit qu'il y avait en effet une différence d'appréhension, en tout cas, des choses, Hmm. où il y en a Qu'est-ce qui a un qui avait fait, pas les barrières et l'autre qui les avait. qu'est-ce qui a fait que tu es passé à côté de ce match? Tu sais mettre le dos dessus? Bah ouais, parce qu'aujourd'hui, avec les sportifs, c'est vrai qu'on fait que ça, finalement. C'est le fait de justement pas oser affirmer l'ambition, pas oser affirmer son rêve, parce que se dire ouais, mais si j'affirme mon rêve et que j'atteins pas, tu vois, genre c'est un peu arrogant, je vais avoir l'air d'un con, je vais avoir l'air stupide si je loupe, tu vois. Ouais. Et du coup, vu qu'on n'ose pas dire notre rêve, bah, se le dire déjà à nous-mêmes et le dire à voix haute si on nous le demande en mode c'est quoi ton objectif? Bah, je veux être champion du monde, c'est quoi ton objectif? Je veux être millionnaire, tu vois, genre, y a pas de charge, tu vois, il n'y a pas d'oscillation émotionnelle. Tant qu'on n'est pas en train de dire ça de manière normale, tu vois, genre je m'appelle Pierre, je m'appelle Yoni, eh bien le subconscient n'a pas accepté l'objectif en fait, et du coup va tout faire pour l'éviter. Aujourd'hui, justement, ce sujet de la confiance et de la capacité à affirmer et à croire en son propre objectif, ou en tout cas à s'autoriser à le Ouais, verbaliser, ouais. est-ce que c'est un sujet que tu rencontres uniquement chez les sportifs ou chez les entrepreneurs, ou en fait il est vraiment transversal et tu le vois chez tout le monde? Ouais, bah, en fait, tu l'as dit, tu vois, s'autoriser. Euh, Il y a une formation que j'avais fait en France avec Mani et Sam, H-S-A-M à l'époque, et lui, il expliquait les 4 étapes de la réussite, et dans la toute première étape, c'était autorisation. C'est-à-dire qu'au niveau du subconscient, si tu t'autorises pas
à te dire je vais le faire et j'ai le droit en fait, et bien le corps n'engage pas. Et du coup, il y a une différence entre le conscient, tu vois, la tête, ce qu'elle veut, et le subconscient qui commande le corps. Et du coup, c'est pour ça que les gens, des fois, ils forcent, ils ont du mal. C'est juste que le conscient n'a pas accepté l'objectif. Et du coup, il essaye Mmh. absolument de le fuir. Et donc, on passe totalement à côté. Mais ça peut être la même chose dans les relations de couple. Ça peut être la même chose dans l'entrepreneuriat. Ça peut être la même chose avec des étudiants. Tu vois, avec des étudiants qui disent, ah, mais les autres aussi, ils sont jetés avec l'élite. Ça, c'est la même chose partout, en fait. Si on n'a pas une autorisation en termes du subconscient, tant que le subconscient n'a pas autorisé, bah, c'est plus difficile d'obtenir l'objectif. Alors j'aimerais qu'on parle justement de cette partie autorisation et comment on fait pour y arriver. Parce que Ouais, tu vois, je sais que par exemple, moi, à un moment donné, enfin, tu vois, dans ma vie, bon, je suis tombé sur le livre Père riche, Père pauvre, et là, ça ouais, m'a, ouais, bam, tu vois. ouais, Alors, on en pense qu'on en veut de ce bouquin, tu vois, mais moi, il m'a vraiment fait un espèce de shift dans ma tête ouais, parce que je me suis dit, ah putain, mais en fait, c'est ça que je veux, tu vois. ouais, Et c'est OK, et j'ai le droit, tu vois, d'y c'est clair. aspirer. Et après, ça a été un espèce de terrier du lapin blanc, tu vois, dans lequel je suis tombé. J'ai commencé à lire tous les bouquins à ce sujet. Tu vois, Think and Grow Rich de Ouais, Napoleon Hill, tu vois, ouais, tous clairement. ces bouquins tu vois, Ouais, qui c'est clair. t'explosent, en fait, qui t'explosent la tête et qui t'élargissent ta vision Ouais, du monde. Et là, j'ai eu cette chance de me dire, bon, bah, OK, ces gens-là me disent que c'est permis et c'est hmm, possible. Et à hmm, partir de là, hmm, une croyance s'est installée qui m'a permis, tu vois, de réaliser certaines c'est choses que clair. j'avais vraiment envie au fond de moi de réaliser. Mais c'était vraiment, c'était un hasard. C'est-à-dire que Père riche, Père pauvre, je suis tombé dessus en tête de gondole quand j'étais en vol, tu Ok, vois, en transit à Hong Kong, tu vois, et ok, je l'ai vu, je me dis c'est quoi ce truc? Moi, j'ai acheté et bim. Mais excellent. j'aurais pu aussi bien passer à côté. Et tu vois, et donc, on me dit voilà, j'ai eu cette chance parce que des petites circonstances ont fait que bah, je suis tombé dessus, et c'est chouette. Pour toi, qu'est-ce qui peut aujourd'hui, pour la majorité des personnes qui vont écouter cet épisode, qu'est-ce qui peut servir justement d'événement déclencheur ou Hmm. de facteur de permission, on va dire, au facteur d'autorisation? Bah, pour moi, le facteur d'autorisation, le premier, je pense, c'est l'environnement. L'environnement, tu vois, comme tu l'as dit, alors l'environnement virtuel ou réel, mais bon, plus l'environnement réel, c'est-à-dire que si tu fréquentes que des entrepreneurs qui tournent à plusieurs millions, bah, dans ta tête, ça te donne des autorisations. Nous, par exemple, avec le mastermind qu'on a fait avec Gérald la dernière fois où on était ensemble pendant 2 jours, bah forcément, moi, quand t'entends les speakers et tout, tu te dis, ouais, en fait, oui, c'est possible, tu vois. Et du coup, Mm. il y a une autorisation qui se crée. Donc, pour moi, l'environnement, c'est vraiment la première chose. Je crois beaucoup à l'épigénétique et forcément, on absorbe constamment les pensées, les émotions des autres. Et du coup, si on vient d'un milieu culturel où, bah non, c'est pas pour nous d'être riches, bah ça va être difficile de s'autoriser à aller chercher plus loin. Donc ça, je pense que l'environnement est le plus important pour moi. Et après, la deuxième chose, mais bon, le deuxième point finalement, c'est plus comment est-ce qu'on fait pour lutter contre l'environnement. C'est bah, nous ce qu'on fait avec les athlètes notamment et les entrepreneurs, qui est les concepts de dépolarisation où là on va voir beaucoup d'athlètes qui sont sur les marches du podium mais qui ne s'autorisent pas à aller chercher la première place, où là justement on va enlever justement ces croyances fondées par la société et par notre éducation. Alors, on va revenir sur ce concept de dépolarisation dans un instant, puisque c'est aussi c'est aussi le sujet de ton livre, enfin Mm, d'un de tes livres. Mais justement, je veux quand même rebondir un petit peu et creuser sur ce sujet d'environnement, mm, parce que là, c'est vrai que tu as dit, par exemple, tu as pris l'exemple de l'entrepreneuriat, de la réussite financière, on va dire, mm, mais cette réussite-là, elle peut s'exprimer de mille et une manières. c'est Je clair. veux dire, si vous avez envie de devenir guitariste et que, en fait, votre famille, elle dit que c'est pas réaliste de devenir guitariste et qu'en fait, il faut que vous alliez trimer comme un connard dans un bureau où vous avez envie de vous suicider tous les jours, C'est clair. et ben, en fait, c'est pas une bonne, c'est pas, vous n'êtes pas obligé, en fait, de suivre ce chemin-là. Ouais. Ça peut être plein de choses, hein, bien sûr, artistique, Mm, financier, amoureux, que sais-je. Enfin, voilà, mm, il peut y avoir mille et une choses. En tout cas, allez, effectivement, si vous voyez que votre environnement, il est pas propice, en fait, à la réalisation de ce rêve, ouais, ou ne serait-ce qu'à à la permission, à l'autorisation de ce rêve et de cette ambition, bah, en fait, changer de milieu. En fait, vous pouvez pas exactement. faire pousser un super jardin potager dans une décharge, quoi. C'est pas possible. Si le sol est toxique et Ouais, il est plein de plomb et de mercure, ça poussera pas, quoi, en fait. c'est clair.
Et donc, toi, tu dis que vous travaillez sur la dépolarisation. Et comme moi, j'ai pas un public de sportifs, je suis pas très sportif, et donc on attire toujours les personnes qui nous ressemblent. Les gens qui vont écouter cet épisode probablement ne connaîtront pas voilà, tous les sujets sportifs de haut niveau et ne sauront pas ce que ça veut dire la dépolarisation. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça veut dire? Ouais, la dépolarisation, alors pour nous, c'est un changement instantané d'identité et qui permet tout simplement d'enlever les freins que l'on peut avoir et qu'on s'est laissé mettre quand on était plus jeune par notre environnement. Alors justement, toi, tu parles voilà, des sportifs parce que c'est un peu ta spécialité, Ouais, mais ça peut être applicable. Cette méthode, qu'on soit bien d'accord, elle est applicable à toute personne qui souhaite réussir dans un domaine spécifique. ouais, exactement. Ouais. Ouais, ça marche vraiment bien quand les gens ont une réelle volonté d'avancer et que tu vois, on sent le frein, il faut que je fasse ça, je dois faire ça, je suis qui pour faire ça. Là, c'est là où il y a une grosse valeur ajoutée, où c'est rapide en fait. Ok. De ton expérience, quand les personnes justement ont ce système-là de croyance, Ouais. d'où ça vient? Euh, bah, alors du coup, il y a le premier sur vraiment la dépolarisation, ce qu'on appelle dépolarisation plus classique, qui est une injonction extérieure du type on s'attache à une de nos valeurs. Et en fait, ce qui va nous empêcher de passer du point A au point B, ça va être souvent l'identité qui nous a amené au point A va être celle qui nous empêche d'aller au point B. Et nous, comme on peut le voir avec des athlètes, c'est euh, la valeur, genre, c'est important d'être humble. Tu vois, c'est celle que Hmm. j'avais moi aussi à l'époque. C'est important d'être humble. Et parce que je crois que c'est important d'être humble, bah, je veux surtout pas être arrogant. Tu vois, c'est la même pièce, en fait. C'est l'Est et l'Ouest. Et du coup, euh, ça va créer une interférence entre ce que j'ai au fond de moi, ce que j'ai réellement envie, donc aller chercher un titre de champion du monde, mais mon subconscient qui va se dire, ouais, mais ça se fait pas, c'est arrogant de dire ça. Pour l'entrepreneuriat, par exemple, on a souvent les gens qui débutent en entrepreneuriat, la partie, c'est important d'être légitime. Tu vois, ah, mais je Mhm. suis qui pour faire ça? Je suis pas légitime. Et du coup, parce que c'est important d'être compétent et d'être légitime, et bien du coup, je vais pas m'autoriser à transmettre. Tu vois, moi, j'ai un de mes très bons amis là, qui a eu récemment bref, un événement de sa vie et qui l'a amené à du coup se reconnecter, à arrêter le boulot qu'il aimait pas pour faire ce qu'il aimait. Et derrière, il fait, ouais, mais Pierre, je peux pas transmettre sur ce sujet. Je suis qui? Je suis pas un expert. Je fais, ouais, mais et du coup, vu qu'il se percevait pas un expert, bah, il s'autorisait pas à transmettre là-dessus. Alors qu'il peut aider déjà plein de gens qui sont juste au niveau, tu vois, s'il est au niveau 2, il peut aider plein de gens au niveau 1. Et du Mhm. coup, tous ces dogmes sociaux-là de il faut être comme ça vont nous empêcher, à un moment donné, de faire ce qu'on a réellement envie. Donc ça, c'est le premier. Et le deuxième, c'est ouais, repérer la comparaison, en fait. La comparaison en mode ouais, il faut que je fasse comme ça, je dois faire comme ceci, comme cela, etc. Ouais, justement, sur le sujet de la légitimité, c'est marrant parce que quand tu l'as dit, ça m'a tellement rappelé en 2018. En 2018, j'ai eu une discussion avec un vieil ami du collège avec lequel je venais de retrouver, je venais Hmm, juste de retrouver, dont je venais de retrouver la trace, et puis on ok, discutait à l'époque, je m'ennuyais un petit peu, tu vois, sur le plan pro, et je lui ai dit, bah, je sais pas, j'aimerais faire quelque chose d'autre, mais je sais pas quoi, etc. Et il avait ramené un autre ami enfin, bref. Et ce gars-là me dit, mais pourquoi tu ferais pas de la formation sur, tu vois, sur ce que tu fais, ok, l'immobilier, le marchand de biens, etc. Et là, pile, je lui dis, bah non, tu vois, moi, je me sens pas légitime, tu ouais, vois, par rapport à, je me sens pas légitime, voilà, j'ai pas 15 ans d'expérience, mais qui suis-je, tu vois? ouais, Là, mon pote me rassure, il me dit, non, non, mais écoute, moi, j'ai vu ce que tu as déjà fait en immobilier, tu es largement aussi légitime, si ce n'est plus, que la plupart des gens qui parlent d'immobilier sur Internet, donc va, tu vois, mais cool, ouais, j'ai eu la chance d'avoir ce petit non non mais tu vois il a joué tu sais quand t'as l'ange et le démon qui te parlent ouais, là il est c'est Joachim d'ailleurs si Joachim tu écoutes cet épisode je te remercie mais en tout cas il a joué cette petite voix de eh ben non vas-y tu peux y aller tu vois mais hmm, s'il avait pas été là je me serais peut-être dit non pas légitime stop ouais, hop on stop, enferme dans la boîte on l'enterre et ciao en fait hmm. donc super intéressant et ça a beaucoup fait écho et la comparaison justement est-ce que toi tu est-ce que tu vois une recrudescence dans la comparaison à cause notamment du sujet de, tu vois, de Instagram et du paraître, de tout ce qu'on peut voir aujourd'hui? Je pense Hmm, qu'aujourd'hui, enfin, ça doit hmm. être terrible d'être un jeune aujourd'hui et de grandir avec tous ces modèles qui sont complètement inatteignables en fait.
Exactement, qui sont inatteignables. Et ça, tu vois, avec les sportifs, on le fait beaucoup. Ouais, mais tiens, tel sportif, c'est dingue, il est tout le temps au top, tout le temps machin. Du coup, là, c'est là où on fait la dépolarisation inversée. La dépolarisation inversée, en fait, ça permet vraiment de voir l'être humain dans sa globalité. Et je me rappelle d'une sportive qui disait, ah, mais lui, il est tout le temps confiant, il est tout le temps à fond et tout. Et justement, quand on fait la dépolarisation inversée, ça permet de voir l'autre dans sa globalité. Et justement, en faisant ça, elle a vu que, ah oui, mais non, il y a d'autres fois où il doute. Mais forcément, avec Instagram, les gens vont montrer en règle générale que leur partie qui va très bien. Tu vois. Hmm. Et nous, ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est que bah, chaque être humain a ses zones de confort, des zones où il est challengé dans la vie, des zones de confiance, des zones de doute. Et, et en fait, quand on arrive à voir que bah, chacun est comme il est avec ses zones où il excelle et ses zones où il excelle moins, ça permet de prendre du recul et de se dire, OK, lui, peut-être qu'aujourd'hui, à l'instant T, il est comme ça, mais je sais que si je prends sa vie dans sa globalité, bon, bah, lui aussi, en fait, il y a des phases où bah, il est moins bien, quoi. Ouais. Alors moi, je suis pas de sportif de haut niveau, mais tu vois, sur les réseaux, moi, je suis plutôt des entrepreneurs Ouais. dans diverses thématiques et vraiment, mais avant-hier, j'ai appris un truc, tu vois, qui va faire écho à ce que tu racontes. Un entrepreneur, tu vois, que je vois qui communique beaucoup sur divers réseaux, etc. Je me dis, putain, lui, tu vois, ça assure, quoi. Sérieusement, Mm, enfin, balèze le mm. mec et sérieux, voilà, respect, quoi. Et en fait, il y a quelques jours, j'ai appris que ce gars-là, en fait, c'est vraiment que du show-off, Ok, qu'en fait, il a pas une thune ok. enfin, et que tu vois, ça va pas très loin, quoi, en fait, dans le monde réel. Mm, Donc, excellent. franchement, voilà, si chaque fois que vous ouvrez LinkedIn ou Instagram, vous vous dites, ah putain, je suis trop nul, rappelez-vous que c'est de la com. En fait, Ouais, c'est pas forcément lié à la réalité du monde. ouais, Et la seule personne à laquelle vous devez vous comparer, en fait, c'est le vous d'hier. Enfin, ouais, c'est clair, c'est c'est vraiment clair. la croyance que Ouais, j'ai en tout cas à ce sujet. ouais. La seule personne que vous devez challenger, c'est la personne que vous étiez hier. C'est clair. Et tu vois, c'est marrant parce que quand j'ai repris la boxe, c'était vraiment ça la question. C'était est-ce que je suis meilleur que le moi d'il y a deux ans, tu vois? Et c'était vraiment un drive. Je voulais dépasser le moi d'il y a 2 ans. Ok. Donc, en sport, j'ai eu la chance de pas trop me comparer. Donc d'abord, on a ce sujet effectivement de la comparaison, Ouais, des croyances sur soi. ouais, Et là, on amorce le processus de dépolarisation. Donc qu'est-ce que ça induit? ouais. Alors, Ou j'ai grillé des étapes, je sais pas. c'est bon, c'est très bien. Alors, c'est assez challengeant à faire parce que tout le process de dépolarisation se base sur une philosophie. Encore une fois, à chaque fois, je dis aux gens, je dis pas que c'est la vérité, en tout cas, c'est ma vérité d'aujourd'hui, et c'est ce qui fait que je pense que je me perçois avancer et en étant dans le bien-être. C'est que la philosophie que j'ai adoptée, c'est euh, on est des êtres humains, on n'est pas des fers humains, pas des avoirs humains. Et du coup, l'important, c'est pas ce que l'on fait ou ce que l'on obtient, mais l'être humain que l'on devient à travers ce processus. Et pour ça, pour moi, la vie est une quête de reconnaître des zones d'ombre que l'on a chez nous. Et chaque challenge dans la vie, quand j'observe ma vie, à chaque fois que je dépasse un challenge, très souvent, c'est parce que il y avait une zone d'ombre sur laquelle j'avais pas mis de la lumière. Et, euh, et du coup, l'idée, c'est à chaque fois de se dire, OK, je sens que je suis bloqué là, c'est quoi la valeur à laquelle je m'accroche et l'identité à laquelle je m'accroche et que je veux surtout pas perdre. Tu vois, genre avec un sportif, je prends l'exemple des sportifs vu que c'est là où on a accompagné le plus. Le sportif, il est sur les marches du podium, mais il n'arrive pas à faire de podium. À chaque fois, il se craque, il va à côté. Euh, ok, qu'est-ce que t'aimes pas en fait? C'est quoi qui t'agace le plus chez les gens? Ah bah j'aime pas les gens arrogants. Ok, trouve-moi quelqu'un d'arrogant. Et très très souvent, ça va être quoi? Un concurrent ou un partenaire. Et du coup, ça veut dire que le conscient, il y a une partie de soi qui veut le titre de champion du monde, mais le subconscient dit, ah non, mais je veux surtout pas lui ressembler. Et du coup, Mm. dépolarisation, parce que là, on est polarisé, c'est-à-dire qu'on crée de la polarité comme un aimant, on est en répulsion, en fait, de ça. Donc, on va faire tout le process en mode, ok, mais déjà, quand tu dis que c'est arrogant, on va s'arrêter. Parce que arrogant, c'est un concept, en fait, c'est pas un fait, tu vois. Genre, dire que quelqu'un est égoïste, c'est un concept, c'est une idée, c'est pas un fait. Donc, on va s'arrêter dessus. Alors, arrogance, si on s'arrête sur l'image, factuellement, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il se la pète. Non, non. Factuellement, qu'est-ce qu'il fait? Factuellement, bah, il dit qu'il va gagner. OK? Et du coup, les gens, ils font, ouais, mais en vrai, il en sait rien s'il va gagner. Les autres aussi, ils sont bons. OK, donc il dit qu'il va gagner même s'il en sait rien. OK. Quand est-ce que toi, tu fais ça? Mais moi, je fais ça jamais.
Ok, alors regarde au niveau départemental, au niveau régional, oui, ben là c'est normal. Ouais. Et là, ah bon, est-ce qu'il n'y a pas des gens dans ton club qui galèrent au niveau régional ou départemental? Bah si. Et pour eux, oh putain. Et du coup, première étape, c'est je reconnais que moi aussi j'exprime ce trait de caractère à un certain niveau. Ok, donc là, c'est un exemple dans le milieu sportif. Est-ce que tu aurais un exemple dans Ouais, un autre ouais, environnement? entrepreneurial avec des gens qui débutent. La personne dit j'ai envie de faire des conférences, ok. C'est quoi j'arrive pas à faire des conférences, mais j'aimerais en faire. Ok, c'est quoi le trait de caractère qui t'agace? Bah, j'aime pas les gens qui sont imposteurs. J'aime pas les gens illégitimes, les incompétents. Trouve-moi quelqu'un d'incompétent. Bah lui sur les réseaux sociaux, il fait que de parler, mais en vrai, il connaît rien. Tu vois, ok, donc si on regarde factuellement qu'est-ce qu'il fait, bah, il s'auto-légitime, par exemple. Il s'auto-légitime ou il parle à partir de ce qu'il connaît sans se soucier de quand est-ce que toi tu l'as déjà fait. Euh, ah bah ouais, là je vois qu'en effet, sur cette partie-là, dans un autre domaine de vie, j'ai déjà fait. Tu vois, et les gens, quand ils récupèrent ce trait de caractère-là, du jour au lendemain, hop, ils vont. Ah bah, avec quelqu'un récemment, avec un entrepreneur qui tournait plutôt bien là, par contre, c'était pas, il avait un plafond de verre, il s'empêchait de passer à l'autre plafond de verre. Ok, à quoi tu veux pas ressembler? Bah pour moi, c'est important d'avoir de l'éthique, etc. À qui tu veux pas ressembler? Bah eux, ils font les trucs sans éthique, tu vois. Ok, sous quelle forme toi tu le fais déjà? Donc faire des choses sans éthique, c'est vendre quelque chose sans savoir si l'auteur aura le résultat. Donc quand est-ce que tu le fais? Bah oui, ça m'arrive de le faire et finalement on fait le collapse là-dessus et du coup ça permet d'avoir d'autres idées d'un autre niveau. Mais tant qu'on est polarisé, en gros, sur le monde de l'entrepreneuriat, on ne s'autorise pas à faire des choses. Déjà, on s'autorise même pas des fois à avoir l'idée quand c'est vraiment trop polarisé. Ou des fois on a l'idée mais on s'autorise pas à passer à l'action parce qu'on se dit ouais mais ça se fait pas, c'est mal. Tu vois? Trop polarisé, c'est genre le truc, ouais, non, moi je sais pas, je serais jamais millionnaire parce que les millionnaires c'est des connards, enfin, ou des Exactement. voleurs, ou un truc Ouais, comme ça. exactement. Exactement, c'est exactement ça. Ou alors, j'ai envie d'être millionnaire, mais quand si je suis vraiment franc et que je regarde les millionnaires, au fond de moi, ce que je pense, c'est que c'est des connards Hmm. Ou des voleurs, ou des ou ouais. voleurs. Exactement. Donc forcément, ça crée un conflit interne entre ce que profondément j'ai envie d'être millionnaire, mais ce que inconsciemment je crois qu'est ah mais pour réussir, faut être un voleur. Et du coup, Ouais. on va enlever cette charge-là, et en enlevant cette charge-là, bah bizarrement, mais enfin, naturellement, en fait, le corps se met en action et Et en fait, la notion, c'est de force, le il faut, je dois, sans qu'on pousse, mais il n'y a pas de résultat, bah ça s'enlève et les résultats, très souvent, arrivent beaucoup plus naturellement, quoi. Alors moi j'ai toujours tendance à me méfier, je te cache pas, des solutions qui paraissent trop belles pour être vraies. Et, et c'est vrai que, enfin, si j'avais pas été convaincu que voilà, ce que tu proposes c'est sérieux, je t'aurais pas invité sur le podcast pour venir déballer Ouais. une camelote d'escrocs. Mais en fait, ça paraît vraiment trop beau, tu vois. C'est dire, bon, Mm. bah, ok, moi, je vais aller maintenant échanger avec Pierre et puis je vais avoir des super croyances et je vais réussir. Tu vois, c'est comme quand tu vas dans un séminaire de dev perso, tu repars, t'es gonflé à bloc, tu vois, tu fais 3 4 jours quelque part, t'es gonflé à bloc et tout, tu mets en place des mesures, tu dis maintenant, ça va changer, ça va plus être la même, tu vois, et puis 2 mois après, bon, bah, Mm. si t'as pas vraiment mis en place des changements drastiques dans ta vie, tu glisses tout doucement vers, tu vois, tes anciennes habitudes. Est-ce que dans la méthode dont tu nous parles là, il n'y a pas un petit peu aussi ce risque de bon bah voilà, on a échangé avec Pierre pendant un moment, je me suis convaincu que bon les millionnaires c'est pas des enfoirés, c'est des Ouais. gens qui sont ok, ils ont réussi, mais en fait 2 mois après les croyances elles sont trop ancrées et Ouais. j'y retourne. Ouais, et ben, c'est là où on a la grosse différenciation avec le dev perso classique. Et tu vois, quand les gens viennent à notre séminaire, le séminaire qu'on a sur lequel je suis vraiment le plus fier, qui est le séminaire Tilt, avec les chiro en plus, où on va faire 2 jours de dépolarisation, plus derrière des soins avec le corps. Euh, en fait, les gens, ce qu'ils aiment quand ils ont lu beaucoup de livres en dev perso, bah, genre Chris qui fait le témoignage au Mastermind, c'est que nous, si tu viens de nos séminaires, tu vas pas repartir boosté. Parce que si tu repars boosté, ça veut dire que tu es en exagération de toi. Et donc forcément, l'énergie, elle va petit à petit tomber. Et du coup, au même degré où tu étais fier de toi pendant le séminaire, en mode je vais tout déchirer, dans les jours ou semaines qui arrivent, voire les mois, tu vas ressentir de la honte et de la culpabilité parce que tu n'arrives pas à avancer, tu n'arrives pas à dire, à faire ce que tu avais dit que tu allais faire pendant le séminaire. Une espèce de rechute. Exactement.
Alors que nous, la dépolarisation, elle a cette question d'être centré, d'être équilibré. On va juste enlever des charges émotionnelles, ce qui fait après la séance, les gens se sentent pas en mode je vais tout déchirer, tu vois. Il y a juste un prise de conscience. On sent qu'il y a un petit truc qui est subtil, tu vois, parce enfin, en plus, quand on le fait en présentiel, on le voit dans les yeux, la pupille en général, elle s'écarte et elle se rétracte. Il y a une prise de conscience qui arrive et il y a quelque chose dans le corps qui change, ce qui fait qu'il n'y a rien à faire. Si c'est aligné, si l'objectif est réellement aligné pour nous, eh bien, les choses vont se débloquer. Ce qui peut arriver, par contre, c'est quand des gens forcent pour aller vers un objectif, mais qu'intrinsèquement, il n'est pas important pour eux, ce qui peut arriver quelquefois, bah, du coup, là, à l'inverse, les gens vont se dire, bah, tu sais quoi, en fait, je vais plus vers cet objectif, je vais me recentrer, faire quelque chose qui est plus juste pour moi. Mais je vais pas culpabiliser. Le séminaire s'appelle Tilt, t'as dit? Ouais, le séminaire Tilt. Tu nous fileras le lien, on le mettra en description pour la personne qui s'intéresse. Bon, j'avoue que ça m'intéresse parce que Ouais, bah, j'y celui-là, c'est celui que à chaque fois j'en parle. Enfin, celui-là est tout le temps complet. Quand on le sort, on le limite à 70 personnes, mais il est tout le temps complet rapidement parce que bah, les gens, il y en a plein qui reviennent parce qu'ils voient qu'ils passent des caps à chaque fois. Et c'est vraiment le bébé parce que il y a à la fois un de mes mentors qui est le docteur John DeMartini, sur le côté où moi je me suis beaucoup inspiré pour le questionnement de la dépolarisation. Il y a un autre côté qui est la Chiropraxie Network et du docteur Donald Epstein. Donc, pour ceux qui connaissent pas, le chiropracteur Epstein, c'est le chiro officiel de Tony Robbins. Tu vois, c'est lui qui l'accompagne sur tous les séminaires et tout. Je sors le bouquin pour ceux qui de liront Martini. de John Ouais. DeMartini qu'on m'a recommandé récemment. On va parler d'argent dans pas longtemps. Excellent. Et du coup, en fait, on a mixé dans le titre les deux méthodes. On fait deux groupes et du coup, les gens tournent. Et il y a pas de il y a très très peu de théorie. Il est vraiment 100% pratique en mode go, on transforme. Et tu vois, à part le midi pour remettre les gens en mouvement, il n'y a pas de musique, tu vois, genre go, 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 tu t'engages à faire ça. Notre... Ouais, exactement. Nous, c'est pas mon style, c'est pas notre style de séminaire. On Tu vois, marchera pas sur les braises, quoi. ouais, on marchera pas sur les braises, on va pas forcer les gens à s'engager. Tu vois, moi, je fais pas partie de la culture pour un engagement public. Tu vois, tu le fais, tu le fais, tu le fais pas, tu le fais pas. Donc, c'est pour ça que j'aime bien ce séminaire. Je trouve que par rapport à ce qui se fait en dev perso, il est plutôt écologique pour les gens, plutôt sain. Il n'y a pas de charge de culpabilité si les gens n'atteignent pas leur objectif derrière. Et en plus de ça, on fixe même pas d'objectif. Donc, les gens viennent avec leur objectif, mais ils le font pour eux. Ils le disent pas en public. Voilà. Bref, c'est le séminaire que j'apprécie, quoi. Alors justement, bon, alors on mettra le lien si tu nous Ouais, enverras le volontiers. lien, on le Carrément. mettra en description du podcast et j'espère que j'aurai une place du coup dans le prochain dans la prochaine édition. Mais justement, j'ai sorti pour ceux qui écouteront le podcast et qui le verront pas au format vidéo, j'ai sorti un bouquin de John DeMartini qu'on m'avait recommandé et qui s'appelle en gros comment faire beaucoup de profit et C'est quand pas même au aller au paradis. paradis. C'est How to make one hell of a profit and still get to heaven. Qui Ouais. marche mieux en anglais forcément. Et justement, qui parle de cette polarité, pour le coup, qui peut exister entre des personnes qui veulent, qui ont une aspiration de réussite matérielle. Ben, Mm. bon, quand c'est comme c'est des ricains, ils sont un peu puritains, il y en a qui ont un rapport à l'argent assez particulier, mais ils veulent réussir, mais en même temps, ils sont persuadés que, bah, comme il est écrit dans les évangiles, il est plus difficile pour un riche de rentrer au paradis que pour, je crois que c'est un chameau ou un éléphant de passer dans le chat d'une aiguille. Je crois que c'est Ouais. quelque chose comme ça. Je suis une maîtrise des évangiles assez limitée, mais en tout cas, il me semble que c'est à peu près ce qui est marqué. Et donc, ils se disent d'un côté, je vais être riche, mais si je suis riche, eh ben, Mm. Je serais pas au je paradis. vais aller en enfer parce que je suis une mauvaise personne. C'est ça. Justement, au sujet de la réussite financière, Mm. et au sujet du rapport à l'argent, parce que c'est la première fois qu'on a discuté, c'était autour du rapport à l'argent. Mm. Quelles sont les croyances principales enfin, les croyances les plus répandues que toi, tu as pu constater, et comment faire pour s'en affranchir? Ouais, alors là, la question, elle est assez vaste. Il faudrait presque un exemple spécifique pour l'illustrer. Moi, je peux voir sur moi, tout simplement, c'était le fait de, ouais, pas le droit, en fait. Tu vois, je suis qui pour en avoir? Tu vois, comme si c'était prédéterminé par une classe sociale. Après, moi, ce que j'ai traversé aussi, c'était sur le fait, ouais, faut arnaquer les gens, tu vois, pour réussir. Je pense que j'étais vraiment polarisé là-dessus. Et du coup, ce qui fait que mes prix étaient assez bas à l'époque. Euh, et j'ai dû le dépasser. Donc, je pense que c'est vraiment se dire quels sont prendre
on prend les 5 personnes les plus riches du monde et regarder les traits de caractère que l'on n'aime pas chez eux. Et je pense que ça va nous donner les croyances qui peuvent nous limiter. Est-ce que ce processus de dépolarisation, après, c'est quelque chose qu'il faut entretenir? C'est-à-dire, ou alors tu le fais une fois et après, ça change ta vie, ou alors, c'est comme le sport, il faut en faire un petit peu régulièrement, sinon Ouais. tu redeviens gros? Bah, alors en fait, il y a plusieurs points. Enfin, moi, je vois deux points. Il y a les sportifs qu'on accompagne. Deux, il y a les entrepreneurs. Et je pense que c'est deux choses différentes. Parce que le sportif, il vient, le mec, il est déjà souvent sur les marches du podium ou souvent deuxième, mais il n'arrive pas à être premier. Il a juste cette charge de arrogance, humilité, égoïste, altruiste. Tu l'as fait sauter, boum, le gars, il va faire premier. Et après, bah, le but, c'est d'y rester, quoi. Et de mettre de la distance avec les deuxièmes. En entrepreneuriat, c'est un peu différent parce que moi, à titre perso, j'en fais plus souvent des collapses, des polarisations, parce que quand tu passes une charge, en fait, si on prend le point de vue qu'on est ici sur Terre pour évoluer à chaque fois, on va faire des choses de plus en plus complexes. Et le but, c'est d'arriver à faire des choses complexes de la manière la plus simple. Et une fois qu'on a masterisé ce niveau de jeu-là, paf, on passe au niveau supérieur. Donc là, en fait, le jeu, il est infini. Donc, oui, on va faire sauter une charge aujourd'hui. Ça va te débloquer pendant un certain temps. En revanche, vu que tu es en évolution, il est très probable que d'ici quelques semaines ou mois, ou pour d'autres années, ça dépend du rythme à laquelle on va, eh bien, il y a une autre charge à faire sauter. Par contre, ce que j'aime bien avec justement cette méthode, c'est que nous, on l'enseigne d'une manière assez pédagogique, où le but du jeu, c'est que les gens aient le moins besoin de nous. Tu vois, moi, ça m'arrive assez souvent de le faire seul. Je prends mon papier, mon crayon, ça me prend une demi-heure, je note le truc et je fais, oh putain, j'ai pas vu les choses sous cet angle, quoi. Et je sens qu'il y a une charge qui part. Donc, donc c'est encore une fois, c'est pas magique. Oui, selon le domaine, on peut en faire une et en effet, il y a la vie qui change. Euh, Par contre, comme je dis au séminaire, vous n'aurez pas moins de problèmes avant qu'après ce séminaire. C'est peut-être pas très vendeur, mais c'est plus réel. Il y aura juste des problèmes sous une autre forme et plus complexes. Ouais. Tu vois, à chaque fois, on passe de simplicité à complexité. Et si on regarde notre vie, hein, aujourd'hui, enfin, si tu regardes, Yoni, je pense ta vie, tu manages des choses qui sont simples pour toi. Et si tu regardes le toi d'il y a 5 ans, si tu regardes ça, tu dis, waouh, ouais, c'était impossible, tu vois. Donc, chaque fois, c'est la même chose, quoi. On gagne en complexité et on fait les choses on arrive à gagner en complexité et en même temps les faire de la manière la plus simple. Et une fois qu'on a masterisé ce niveau-là, on a l'autorisation, en gros, d'aller jouer sur un nouveau terrain de jeu. Ouais. Et ça rejoint un petit peu ce que tu disais, ce que tu m'as dit plutôt vers le début de notre entretien. C'est la question qui se pose. Et en fait, ce que tu amènes avec toi, c'est la personne que tu vas devoir Exactement. devenir pour Ouais, pouvoir justement franchir ce c'est prochain clair. palier. Et ça, tu le gardes en fait avec toi. C'est ce qui doit, au final, je pense, intéresser les personnes. C'est pas tellement se dire, ah, moi, je vais gagner 1 million d'euros parce que tu gagnes ton million d'euros. T'es Hmm. pas plus avancé. En Hmm. fait, tes problèmes, tu les as que t'aies 100 000 ou 1 million d'euros. Enfin, sauf si t'as des impayés, auquel cas ça peut t'aider. Mais sinon, ça aide pas en fait. Et ce qui est intéressant, par contre, c'est qui vais-je devoir devenir Ouais, pour pouvoir atteindre cet objectif. Et une fois que tu l'as atteint, c'est bon bah tu vois, si bah, OK, bon, maintenant je vais avoir 100 millions, tu vois? Tu ouais, dis: «Mais en fait, avoir 100 millions, rien à foutre», tu vois? Et enfin, ça va pas me rendre, plus heureux, ça plus c'est tu clair. vois? Mais par contre, la personne que tu vas devoir devenir pour avoir 100 millions ou Ouais, pour, tu passes de champion de France à champion d'Europe ou champion du monde, la personne que tu vas devoir ouais, devenir pour pouvoir atteindre ça, là, il y a un challenge intéressant ouais, et c'est ça, clair. c'est quelque chose que tu pourras conserver, toute ta vie. Et ouais, c'est exactement ça. Tu sais, aujourd'hui, il y a 24% des Olympiens sont en état de détresse mentale. Donc, il y a une étude qui est facile à trouver, qui a été faite en Angleterre après les Jeux Olympiques de Tokyo. Pourquoi? Parce qu'ils disent le jour où j'aurai la médaille, alors je vais être plus heureux. Du coup, les mecs, soit ils l'ont pas et du coup ils dépriment, soit ils l'ont, ils sont méga heureux pendant une semaine, un mois, 6 mois, et après, pouf, le gros down, et les mecs ils sont en dépression. Et nous, pour accompagner beaucoup de sportifs de haut niveau, on voit que oui, en effet, il y a une grosse partie des sportifs de haut niveau qui sont dans un état presque dépressif. Donc, c'est vraiment important. Et du coup, si on fait pareil, le jour où j'aurai mon million, je vais être méga heureux. Bah, le jour où on l'a, finalement, on se dit, ok, merde, j'ai pas eu ces emmerdes-là, en fait, tu vois. Mmh. Ouais, moi je sais que bon, moi je suis pas olympien, mais quand à un moment donné, je m'étais fixé un objectif de vie, tu vois, d'une certaine réussite professionnelle et économique. Et puis, eh ben, il y a un beau jour où je me suis réveillé et puis je l'avais atteint.
En fait, j'étais en PLS dans mon canapé pendant 3 semaines, tu vois. Enfin, c'était horrible. C'était une des pires périodes de ma vie. Je savais plus pas ce qui m'est arrivé, tu vois. Enfin, c'était Ah, l'enfer. c'est ouf. J'ai poncé Walking Dead. Je te raconte même pas à quelle vitesse, mais c'était horrible. C'était une période infernale jusqu'à ce que oui, je comprenne que Ouais, bah, cet objectif-là ne pouvait pas être une fin en soi et qu'après l'avoir atteint, bah, ma ouais. vie allait pas changer, quoi. Ouais, ça je pense que c'est plus dur au début quand on débute dans l'entrepreneuriat ou qu'on veut évoluer financièrement, c'est qu'on perçoit vraiment, on croit hein, que le jour où j'aurai ça, alors ça ira mieux. Mais du coup, au même degré où on perçoit plus de bénéfices que d'inconvénients à obtenir ce qu'on veut, bah du coup, ce que nous on appelle le prix à payer, quand il va arriver, on va pas comprendre. Et en fait, les gens, quand dans les séminaires ou en session, on leur fait noter les inconvénients des choses qu'ils ont eues, souvent ils voient que les inconvénients qu'ils vivent dans leur vie, le mal-être qu'ils vivent dans leur vie est souvent lié à la chose dont ils sont le plus fiers aussi dans leur vie. Et que la fierté n'est juste qu'une face de la pièce de la honte. Et que les deux sont T'as liés un en fait. exemple? Il y avait eu un gars, alors encore avec le sport récemment, un gars qui fait champion du monde, tu vois, qui était addict à ça. Et ok, c'était quoi ta plus haute fierté? Champion du monde. Et du coup, j'étais performant, donc j'aimerais reproduire ça. Et le Ouais. gars, je fais noter les inconvénients. Il faut, bah, il y en a pas. J'étais champion du monde, il y en a pas quoi. Ok, quoi d'autre comme inconvénient? Du coup, il y en a pas, il y en a pas. Et au bout d'un moment, il fait, oh putain, il fait mon fils. Le jour où j'étais champion du monde, à partir de ce moment-là, il a arrêté de s'entraîner avec moi. Et il comprenait pas en fait pourquoi tu viens de plus t'entraîner avec moi et tout. Le petit il parlait pas. Et là boum, il connecte que c'est parce que j'étais champion du monde à ce moment-là et que le petit a arrêté de s'entraîner avec lui et s'est moins entraîné. Hmm. Et du coup il se disait merde, je comprenais pas pourquoi mon fils il performait moins en ce moment et tout. Et je lui ai fait le lien que bah, peut-être qu'à ce moment-là il a mis de la distance ou quelque chose comme ça inconsciemment quoi. Ouais. Donc c'est avec les athlètes on le fait. Je me rappelle avec une fille aussi, ah, je veux être performante et tout. Ok, reconnecte-toi à un moment où tu as été performante. C'est une fille qui a été plusieurs fois championne du monde dans un sport. Voilà, ouais, là j'étais performante. Ok, à ce moment-là, quels ont été les inconvénients pour toi? Elle a fait, oh, putain, j'étais horrible dans mon couple et mon couple c'est à ce moment-là que c'était le pire en fait. Donc dès qu'il y a de la fierté quelque part, c'est-à-dire qu'on est en train inconsciemment, tu vois, je mets comme des guillemets parce que c'est à prendre au cas par cas, et c'est à vous de le faire après cet épisode à noter tout simplement. Tu notes les fois où tu étais le plus fier. Et en fait, très souvent, la fierté est une compensation d'une honte dans un autre domaine de vie. Tu vois. Alors, c'est pas la fierté qui est plutôt neutre et tu vois, genre en mode tu t'es dépassé, tu as fait un truc, tu as de la fierté, mais c'est la fierté en mode je m'exagère, en mode tu vois, genre l'objectif extérieur te fait augmenter ton estime de soi en mode plus, en mode je suis mieux que les autres. Bah, tu sais que si tu te dis que je suis mieux que les autres par rapport à un domaine de vie, très probablement, si on creuse par rapport à un autre domaine de vie, tu vas te sentir un peu honteux et donc il y a une compensation. Ok. Si on veut justement un petit peu aller plus loin avec cette méthode, toi, tu as écrit 3 bouquins. Hmm. Il vaut mieux s'orienter vers lequel pour commencer? Bah, alors, si c'est pour commencer, pour comprendre vraiment la philosophie, c'est l'identité gagnante, c'est le bébé, c'est le premier où là, j'ai vraiment mis corps et âme tout ce que je connaissais. Euh, Si on veut vraiment ensuite plus se dire, OK, je m'en fous de la philosophie, je veux juste la méthode et appliquer la méthode, c'est préparation mentale gagnante. Parce que Ok. là, je dissèque le process qu'on fait avec les gens que l'on accompagne. Euh, et du coup, c'est assez facile à suivre. En plus, il y a les témoignages de 4 médaillés olympiques avant chaque chapitre. Un psychologue qui témoigne, qui était prof 12 ans à Paris Descartes. C'est un truc qui est costaud, mais qui est vraiment plus pratique. L'identité gagnante, il est pratique aussi. Il y a plein d'exercices à faire, mais c'est plus l'âme et la philosophie dedans. Et après, il y a l'entrepreneur gagnant qui est plus appliqué à l'entrepreneuriat, Ok. qui est plus pour les gens qui débutent dans l'entrepreneuriat, qui veulent éviter des erreurs que j'ai faites, tout simplement. Ok. Et celui, la dépolarisation, justement, celui qui a changé la vie de notre C'est le intervenantrice, premier. c'est le Ouais, premier. l'identité gagnante. Ouais, celui-là, celui-là, c'est vraiment le bébé. Et, il est, à l'heure où on fait ce podcast, il doit avoir 190 avis sur Amazon, tu vois, alors qu'on va pas chercher les avis, donc ça c'est plutôt cool. Ok. Voilà, et il est noté à 4,6 sur 5. Celui-ci il tourne bien. Ouais. S'il y a un conseil ou quelque chose que tu as retiré de ta propre expérience, le meilleur conseil que tu puisses donner aux personnes qui auront écouté cet épisode, quel serait-il? Je sais pas s'il est bateau ou pas, mais ouais, c'est suivre son intuition. Même si plein de gens disent que c'est pas possible, si plein de gens disent mais t'es fou, ça se fait pas.
c'est arriver à faire, comme disait Steve Jobs, faire en sorte que la voix intérieure soit plus forte que les voix extérieures. Je pense que c'est ça. Et ensuite, c'est quand il arrive une difficulté dans la vie, c'est arriver à. C'est pas le plus facile ça, mais quand on a un coup dur qui arrive dans la vie, c'est à un moment donné arriver à se dire, je sais pas encore pourquoi, mais je sais que c'est pour mon bien plus tard. Et peut-être que dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, je verrai les bénéfices et je voyais que c'était sur le chemin et que c'était pour ma croissance, quoi, que j'avais besoin de passer par là. Ok. Est-ce qu'il y a un sujet dont tu aurais aimé parler aujourd'hui et duquel on n'a pas parlé? Il y a peut-être ouais, l'éducation scolaire, pourquoi pas, la liberté à propos de ça. Et on peut ouvrir. Là, Sauf si t'as plus de jus et que t'es rincé et que tu veux pas, que tu veux pas qu'on en parle. si, Mais si, moi, c'est bon, mais ouais, non, il y a le sujet de l'éducation, vu qu'on était sur un sujet de liberté, je pense que pour moi, il y a ce sujet ouais, l'éducation, je pense, l'éducation actuelle. c'est-à-dire, vas-y, développe, n'hésite Ouais, pas. pour moi, on a un système scolaire, pour moi qui n'est plus adapté au monde dans lequel on vit. Si on prend l'historique et comment il a été créé, on peut se poser des questions sur pourquoi il est comme ça et qu'est-ce qui fait qu'on rentre dans des cases. Aujourd'hui, je pense que le système scolaire devrait plus axer sur le questionnement et sur apprendre aux gens à penser par eux-mêmes plutôt qu'à bouffer de la connaissance, enfin bouffer du savoir. Voilà, je pense Pour vraiment mieux ça. le régurgiter en Ouais, quantité ouais, quelques c'est jours ça. plus tard. Ouais, Ouais. exactement. Je pense sincèrement aujourd'hui que le système scolaire n'apprend pas à penser par soi-même et n'apprend pas à remettre en question les choses que l'on fait. Et je pense que quand il y a un cours, peu importe le cours, peut-être moins sur des mathématiques, mais je pense que peu importe le cours, je pense que je serais curieux de voir ce que ça donne si le prof à la fin disait, bah écoutez, en fait, je vous ai délivré ce que moi je perçois vrai. Et j'aimerais bien qu'on fasse un petit tour de table de 8 personnes dans la classe où vous allez me dire ce que vous en pensez, sachant que vous avez le droit de remettre en question. Hmm. Ouais, alors moi à l'école ça s'est pas très bien passé parce que j'aime bien tout remettre en question sans arrêt, tu Ouais, vois, du coup, et dès que j'ai pas trop confiance, et ben j'hésite pas à ouvrir ma grande gueule et ça a pas toujours été perçu tu d'un bon m'étonnes. œil par l'institution. Ouais. Et c'était toujours, enfin j'ai toujours l'impression d'être en position de rébellion, tu vois, de Mm. rébellion permanente parce que ça m'avait l'air d'être des foutaises ou pas tout, tu vois, mais un certain nombre de choses et il fallait surtout pas, voilà, surtout pas discuter. Ce qui était transmis par l'autorité descendante. Mm. Exactement. Et tu vois, aujourd'hui, on est les élèves, j'ai entendu ça dans un autre podcast et je trouvais ça Ok. super intéressant comme réflexion. Il disait, aujourd'hui, on trie les élèves par âge. On Mm. les répartit par âge dans des classes et ça nous semble complètement normal puisque c'est comme ça depuis le début, mais ça n'a aucun sens. Ok. En fait, de classer des élèves juste par leur âge. T'en as qui, tu vois, qui sont plus forts, d'autres qui sont moins forts, d'autres qui sont plus avancés dans certains Mm. domaines, tu vois, les filles, les garçons, l'art, les maths. Mais non, en Mm. fait, vous avez 7 ans, bim, dans la même classe, Ouais, fermez-la, et intéressant. puis on se revoit dans 12 ans quand vous aurez terminé votre cursus. Intéressant. Ça, j'ouvre une piste de réflexion Ouais, peut-être. carrément. Excellent. Ouais. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais, il y a une autre chose que tu voudrais rajouter avant qu'on se sépare? Ouais, là, non, là, pour aujourd'hui, je pense que C'est bon, ouais, on a fait un juste, petit peu le on tour. revient, je pense que quoi qu'il arrive, peu importe le sujet, ce serait la conclusion pour ma part, ou l'ouverture sera la même chose, genre, ouais, genre, suivez votre intuition, peu importe si le système et le dogme ne vous dit pas ça, quoi. Il vous dit que c'est pas bon. Si les personnes veulent te retrouver, bon alors les bouquins, on en a parlé, Pierre Ouais, David, 3 livres sur Amazon, vous les trouverez assez ouais. facilement. Et si les gens veulent, je sais pas, connecter avec toi, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? Ouais, bah, il y a YouTube déjà, il y a quand même beaucoup de vidéos. Après, le site, l'Académie de haute performance. Et sinon, sur Instagram, on peut me Ok, retrouver assez facilement. Voilà. super. Merci beaucoup Pierre. Merci à Bonne toi, journée, à Yannick. bientôt. Salut. Allez, ciao.